C'est accompagné par la pluie toulousaine que je suis allé à la rencontre d'une nouvelle personne au parcours pour le moins atypique. Débutant sa carrière dans l'art de la construction et du bâtiment, Marie est aujourd'hui ce qu'elle aime appeler une kiné décalée. I used to think the world of you, but somewhere down the line. Alors installez-vous confortablement et regardez un peu ce qui vous attend. Je me sens décalée déjà, moi, parce que mon parcours est un peu atypique. C'est-à-dire je ne viens pas déjà de ce milieu médical, paramédical. Et en fait, ce ne sont pas des connaissances que j'ai récupérées. J'ai découvert une autre façon d'envisager la douleur. Quand on est douloureux, à un moment donné, on peut plus se permettre de ne pas connaître son corps, de connaître ses ressentis, ses besoins et ses limites. La vie, elle n'est pas facile, mais quitte à ce qu'elle ne soit pas facile, autant la rendre la plus agréable possible. Et plus on la rend agréable, plus on a un impact bénéfique sur notre corps, sur notre organisme, sur notre immunité, sur tous nos fonctionnements biologiques. Et en fait, le projet a complètement dépassé ma vision initiale, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 360 personnes, et ça n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure, qui collaborent dans ce projet. Salut, moi c'est Mickaël. Suite à une expérience de santé, j'ai choisi d'aller à la rencontre de personnes qui, à leur échelle, contribuent à la métamorphose de notre quotidien. Bonjour Marie, si tu devais te présenter en quelques mots, ce seraient lesquels ? Bonjour. Je dirais que je suis enracinée et la tête dans la lune. Enracinée parce que j'ai une approche plutôt cartésienne avec les mains dans le concret, dans la matière, dans mon métier de kiné et dans les différentes actions qui sont plutôt concrètes, entre autres dans le domaine de la douleur. Et la tête dans la lune parce que j'ai des rêves et entre autres celui d'être utile. Et j'ai réalisé il y a quelques années que je m'épanouissais dans la création et dans l'écriture. Et du coup, j'ai des tonnes d'idées qui me font découvrir des émotions et des intuitions et autres. Donc voilà. Tu dis être une kiné décalée. Pourquoi ? Kiné décalée, c'est pour moi à la fois la façon dont moi je perçois les choses et aussi le regard des autres. Je me sens décalée déjà, moi, parce que mon parcours est un peu atypique. C'est-à-dire je ne viens pas déjà de ce milieu médical, paramédical, avec un métier plutôt sur chantier. Et puis ma formation aussi, où j'ai passé quelques années de mes études dans des pays étrangers anglophones, avec une formation où on est plutôt, me semble-t-il, ou alors c'est peut-être ma formation d'ingénieur, je ne sais pas, mais en tout cas où on est plus dans rechercher une solution, créer une solution, qui est peut-être un petit peu moins l'éducation française classique. Donc je me sens décalée par rapport à certains confrères ou d'autres professionnels de santé. Je me sens aussi décalée parfois dans mon discours sur la douleur. Assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler en tant que kiné, j'ai été confrontée à des difficultés et de façon, je pense, classique, je me suis dit, pour combler ces difficultés, je vais aller chercher des connaissances. Et en fait, ce ne sont pas des connaissances que j'ai récupérées, j'ai découvert une autre façon d'envisager la douleur. Et donc dans ce discours que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que même si cette nouvelle vision de la douleur, elle est connue, elle n'est pas forcément intégrée dans les pratiques. Donc je me sens décalée dans mon discours. Tout ton travail se base sur une idée intrigante. La douleur est un vecteur de connaissance de soi et des autres. C'est quoi la douleur pour toi ? Peut-être que pour voir la douleur, il y a plusieurs façons d'envisager la douleur. La façon qu'on pourrait prendre là, pour peut-être détailler un peu plus cette phrase, c'est se dire la douleur, elle peut être vue comme un besoin, un peu comme la soif ou la faim. Donc si je prends la faim, j'ai un ressenti qui est peut-être un tiraillement dans le ventre, mais ça pourrait être autre chose. Mon ressenti fait que j'interprète, je dois avoir faim, et du coup je mets en place une action pour calmer le ressenti que j'avais initialement. Imaginons que je mette le doigt sur le feu, si je n'ai pas d'autres pathologies, normalement je ressens une douleur. Et donc cette douleur, ça serait le ressenti. Comment est-ce que je l'interprète ? Il faut que je réagisse, parce que sinon je vais me cramer le doigt. Et mon action, j'enlève le doigt du feu.
C'est-à-dire que dans des cas de douleurs plutôt du quotidien, on appelle ça plutôt des douleurs aiguës, c'est-à-dire des douleurs qui ne persistent pas longtemps, ça pourrait être une entorse de cheville, un choc, une coupure. On apprend au fil de l'enfance, au fil de l'évolution jusqu'à l'âge adulte, comment réagir, c'est-à-dire comment interpréter un ressenti et comment mettre en place une action. Et ce que je vois, c'est surtout pour des personnes qui vivent des douleurs persistantes, ce qu'on appelle la douleur chronique. Souvent, ces personnes sont démunies parce que soit elles n'arrivent pas à interpréter le ressenti, soit elles l'interprètent mal. En tout cas, la stratégie mise en place pour calmer la douleur initiale, ce ressenti, ne convient pas. Et donc du coup, pour moi, la douleur, elle devient comme un aiguillon, quelque chose d'inconfortable. Et je sais combien parfois c'est même largement au-delà de l'inconfortable. Et la douleur, du coup, quand on veut trouver la bonne stratégie, parfois il faut se plonger dedans et il faut aller en apprendre plus. Donc c'est à la fois la connaissance des mécanismes de la douleur. Quand on comprend mieux comment fonctionne la douleur, on sait mieux quoi mettre en place et comment réagir. Mais c'est aussi se connaître soi-même, se connaître physiquement et je pourrais dire psychiquement. Physiquement, c'est quand on est douloureux, à un moment donné, on peut plus se permettre de ne pas connaître son corps, de connaître ses ressentis, ses besoins et ses limites. Et dans les ressentis, pour moi, c'est aussi apprendre à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui me fait évoluer dans le bon sens par rapport à ce ressenti initial de douleur, et ce qui ne me fait pas évoluer dans le bon sens. Et ça, c'est très individuel parce que personne ne réagit de la même façon. Donc c'est vraiment un chemin individuel que tout le monde a à parcourir. Donc apprendre à se connaître physiquement et apprendre à se connaître psychiquement, c'est de comprendre aussi que nos émotions, que nos pensées, surtout pensées négatives, pourquoi pas, mais que globalement, toutes nos croyances vont influencer le ressenti douloureux. Donc finalement, si on veut avancer et être mieux, à un moment donné, il va falloir apprendre à se connaître. Et dans ce cheminement-là de la personne douloureuse, on se sent parfois seul, et en tout cas on ne l'est pas. Il y a des personnes, il y a des professionnels de santé, des soignants, des accompagnants qui sont là. Mais il faut aussi comprendre que la personne face à moi, quand je suis personne douloureuse, j'attends une réponse ou une aide de cette personne face à moi. Si je comprends comment communiquer à cette personne face à moi, ça se passera d'autant mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux donner comme information à ce soignant pour qu'il m'aide au mieux, et qu'est-ce que je peux en attendre. Donc ça veut dire que moi, en tant que personne douloureuse, il faut que j'apprenne à me connaître, mais il faut aussi que j'apprenne à comprendre l'autre et comprendre comment l'autre raisonne. Donc ça, c'est en tant que personne douloureuse. Mais je pense aussi qu'en tant qu'accompagnant, en tant que soignant, on ne peut pas, en tout cas moi, je le sais, en tant que soignante kinésithérapeute, je suis forcément touchée par le vécu des personnes qui viennent me consulter. Et ça m'apprend à évoluer personnellement parce que je ne peux pas laisser mes propres émotions venir parasiter la prise en charge que je propose aux patients. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un travail sur moi, j'apprends à me découvrir, j'apprends à savoir ce qui me touche, ce qui n'a peut-être pas été réglé aussi dans mon acceptation psychologique ou physique. Et du coup, ça devient un chemin où chacun a un travail de connaissance et que finalement, on est deux protagonistes à évoluer dans la même direction, mais seulement si on arrive chacun à se comprendre. Selon tes publications, la douleur, c'est comme. Ces analogies sont intéressantes. Qu'est-ce qui t'a amené à explorer ces façons de voir la douleur ? La douleur, c'est comme. Donc, ce sont des articles où je fais une analogie entre le vécu douloureux ou le ressenti douloureux ou des expériences qu'on peut vivre quand on est douloureux et une expérience du quotidien, de façon à faire le lien. Initialement, c'est parti de ce que je fais quotidiennement avec les patients, c'est-à-dire que quand je veux transmettre une information, expliquer peut-être un concept ou peut-être dédramatiser un vécu avec un patient, j'utilise ces petites histoires, c'est ce que je faisais déjà naturellement. Et j'ai des retours du coup de personnes qui viennent me consulter qui m'ont dit « mais je ne savais pas comment le dire, mais c'est exactement ça, vous arrivez à exprimer ce que je vis, oui c'est ça ». Et même certaines personnes m'ont dit « mais du coup j'ai utilisé cette petite métaphore ou cette histoire que vous m'avez donnée en séance et je l'ai utilisée pour expliquer à mon conjoint ou à un proche et ça m'a beaucoup aidée ». Du coup, dans un deuxième temps, je me suis dit, si je peux aider à ma petite échelle au niveau des personnes qui me consultent, est-ce que je ne peux pas diffuser ça plus largement ? Et c'est là que l'idée des articles est née.
Donc ça fait maintenant 2 ans que j'écris à peu près 2 articles par mois en moyenne. Dans l'idée, aujourd'hui par rapport aux articles, dans l'idée à la fois que des personnes douloureuses puissent tomber sur un article en se disant « Ah, c'est ça que je vis » et que la personne voit son expérience validée, qu'elle se sente entendue. Parce que quand on est douloureux, parfois, on se sent tellement seul. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, dans la population européenne, selon les études, il y a entre 20 à 30% des adultes qui ont vécu ou qui vivent la douleur persistante. Donc on n'est clairement pas seul, mais ce ne sont pas forcément des gens qu'on a dans notre entourage. Donc de tomber à un moment donné sur une personne qui vient entendre, qui vient valider ce qu'on vit, ou alors sur un article qui vraiment résonne complètement avec notre vécu, je trouve ça important. Donc ça c'est pour la personne qui vit la douleur, mais je trouve important aussi pour les gens qui sont entre guillemets en dehors. On n'est pas non douloureux, on a tous vécu la douleur à un moment donné, mais on ne sait pas forcément ce que c'est que le vécu de la douleur persistante. Et donc pour un accompagnant ou pour un soignant, je trouve ça important à un moment donné d'imaginer comment on peut rentrer dans, en anglais on dit put oneself in someone else's shoes, c'est-à-dire se mettre dans les chaussures de quelqu'un, se mettre dans la peau de quelqu'un pour vivre l'expérience, pour imaginer ce que ça peut être d'être douloureux. Et peut-être je peux prendre un exemple sur ça, c'est la douleur, c'est comme un film d'horreur. Quand on n'est pas douloureux, parfois on est énervé un peu par, ou on ne comprend pas le ressenti ou le vécu des autres ou la manière de se comporter de notre proche qui est douloureux. Et si on a déjà vu un film d'horreur et qu'on a vécu le fait d'être sur les nerfs, dès qu'il y a un petit bruit, une porte qui claque, le chat qui nous saute dessus ou de ne pas dormir pendant 3 nuits, on sait ce que c'est du coup d'avoir cette hypersensibilité, ça dure très peu, mais on peut imaginer, en tout cas dans certaines problématiques de douleur persistante, c'est ce que vivent les patients. Et quand on a compris ça, du coup on se met plus facilement dans la position de l'autre et on est plus en mesure de le comprendre et du coup de pouvoir l'aider et l'accompagner. Nous voici arrivés à la minute question-réponse. Je te pose une question et tu réponds la première chose qui te passe en tête. Première question. Quelque chose que tu trouves bien dans ce monde? Le fait qu'il y ait des obstacles qui nous forcent à évoluer. Un hobby qui t'aide à donner du sens. En ce moment, le yoga. Quelque chose que tu ne trouves pas bien dans ce monde. C'est rigolo, parce que je dirais, le fait qu'on critique ou qu'on voit les autres comme étant la source de notre problème, sauf que quand on fait ça, on est soi-même en train de critiquer les autres. Donc c'est une boucle, voilà, on se mord un peu la queue, donc... C'est bien et c'est pas bien. Donc c'est bien et c'est pas bien. La trace que tu aimerais laisser sur Terre. Être utile, avoir apporté du réconfort à un maximum de gens. Selon toi, un art qui guérit. Ah, c'est pas... je dirais la bienveillance, mais c'est pas un art. Donc peut-être un art qui guérit tout ce qui nous fait sourire, tout ce qui nous fait rire. Pour toi, être un humain, c'est... Être un humain, ça veut dire être incarné. Ça veut dire je suis dans un corps, je suis dans une structure, c'est mon vaisseau pour cette vie. Je ne peux pas faire comme si j'étais pas dans quelque chose. Et donc, être un humain, ce n'est pas... Être un humain, c'est pas courir dans la roue sans prendre aucune responsabilité. Dernière question, une musique que tu aimerais partager. Il n'y a pas une musique en particulier, peut-être je pourrais dire. Il n'y a pas une musique en particulier, mais selon mon état d'esprit et mon état d'humeur, j'ai besoin de certaines choses. Et c'est à ce moment-là que une musique quelconque, alors pas quelconque, il y en a peut-être quelques-unes, mais quand une musique me touche, du coup, je sens que ça bouge ici, que ça bouge dans le ventre, que limite les émotions viennent. Et je sens que c'est bien parce qu'il y avait besoin de faire lâcher quelque chose. Mais c'est pas une musique en particulier. Elle sera peut-être différente chaque jour, de la même façon que chaque jour a une couleur différente. C'est comme le gars qui dit « je suis né un jour bleu ». Et moi, mon jour aujourd'hui, il est rose, mais peut-être que demain, il sera bleu. Et donc ma musique sera différente en fonction des jours. Merci d'avoir joué le jeu. Maintenant, reprenons le cours de l'interview. Selon toi, y a-t-il un sens caché lorsqu'un événement comme la douleur apparaît dans notre vie ? Je pense que les personnes douloureuses, elles vont nous aider à trouver les bonnes stratégies parce qu'elles sont elles-mêmes confrontées à quelque chose de tellement énorme qu'elles ne peuvent que aller chercher le meilleur en elles-mêmes. Mais je pense aussi que quand on est bloqué à un moment donné,
mettre du sens dans sa vie. Pas tourner dans la roue, justement. On n'est pas là pour tourner dans une roue. Il y a un sens à mettre dans sa vie, et quand on met du sens dans sa vie, ça modifie complètement la façon dont on vit au quotidien et dont on perçoit du coup la douleur, quand la douleur est présente. Lorsque nous sommes douloureux ou autre pathologie, quelle influence avons-nous sur l'expérience que nous sommes en train de vivre ? Tourner dans la roue en permanence ne fait que aggraver toutes les contraintes physiques et psychologiques qu'on a déjà. C'est-à-dire la vie, elle n'est pas facile, mais quitte à ce qu'elle ne soit pas facile, autant la rendre la plus agréable possible. Et plus on la rend agréable, plus on a un impact bénéfique sur notre corps, sur notre organisme, sur notre immunité, sur tous nos fonctionnements biologiques. Et qu'est-ce qui va changer ça ? C'est être avec des amis, c'est avoir une vie sociale, c'est avoir du sens dans sa vie, c'est rigoler, c'est mettre de la vie, mettre de la créativité. Et par l'art, quel qu'il soit, par l'expression en tout cas, on arrive à libérer énormément de choses et c'est souvent un petit déclic qui permet d'ouvrir des portes positives. Aujourd'hui, quelle est la place du patient dans son processus de soins ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui évoluent parce qu'on est en train de... il y a une expression qui est remettre le patient au centre de ses soins, au centre de son parcours de soins. Donc on est dans cette évolution, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions qui sont en place et des actions qui sont mises en œuvre. Maintenant, ce que j'observe au quotidien, c'est que les comptes rendus sont transmis d'un professionnel de santé à l'autre, sans que le patient y ait accès, ce qui est dommage. Ce que j'observe, c'est que le patient est plutôt dans un système passif où finalement on lui, entre guillemets, impose une prescription plutôt que de lui dire ben voilà, face à votre problématique, voilà ce qui se passe, voilà les peut-être deux alternatives possibles, enfin les deux propositions possibles. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à vous, votre vécu, votre implication, ce que vous voulez mettre dans votre parcours de soins, et que le patient soit plus en position de choix plutôt qu'en position d'application d'une prescription donnée. Tu abordes dans tes travaux l'éducation thérapeutique du patient. D'après toi, quelle est-elle ? L'éducation thérapeutique vers un patient, pour moi, c'est surtout une posture. C'est une posture, et ce sont aussi des actions qui me permettent de transmettre pédagogiquement une information de façon à avoir un impact d'un point de vue thérapeutique. Et du coup, ça implique quelques petites choses. Ça implique déjà que si je veux transmettre, est-ce que la personne en face est disponible et a envie d'avoir cette transmission ? Il faut aussi que j'ai du coup établi quels étaient les besoins, donc que je fasse un bilan de ce qui est nécessaire en fonction des croyances, des comportements de la personne, des connaissances aussi. Mais ça veut dire que je réfléchis à ma transmission de façon à ce qu'elle soit la plus pertinente possible pour la personne face à moi, mais que je vérifie si le message il a été transmis et que surtout, ce message il a un impact. Et s'il n'a pas un impact, ça veut dire qu'il faut que je revienne au départ, soit mon bilan n'est pas bon, soit ma transmission n'est pas bonne. Soit j'ai peut-être pas fait reformuler la personne. Donc pour moi, c'est toute une posture et toute une manière d'être. Et on ne peut pas juste dire « je suis éducateur ». Il y a un article que j'avais écrit, c'est « l'éducation thérapeutique, c'est comme l'amour ». L'amour, ça ne vient pas comme ça, comme un claquement de doigts. C'est aussi des actions au quotidien, c'est prendre soin de l'autre, c'est l'aider, c'est être présent quand il y a des problèmes. Ce sont des petits gestes. Et de la même façon, être éducateur, c'est mettre en place une démarche qui est très carrée, mais encore faut-il le mettre en place. Et je pense qu'en tant que soignant, on est tous des éducateurs, parce qu'on a tous à transmettre une information sur la santé que peut-être la personne face à nous n'a pas. Voilà. Tu as lancé un projet collaboratif autour de la traduction d'un livre, Explain Pain. Peux-tu nous parler de ce livre et de ce projet ? Alors peut-être avant de parler du projet, Explain Pain, c'est un livre. Explain Pain, ça a été traduit en « Expliquer la douleur ». C'est un livre dont la première édition date de 2003. On pourrait dire que les gens qui ont été touchés, impactés dans leur vécu, dans leur pratique par ce livre, disent que c'est une Bible, que c'est une référence en matière de douleur.
Et en fait, pourquoi ? Parce que déjà, les deux co-auteurs sont des gens qui sont reconnus dans le domaine de la douleur. Il y en a un qui est plutôt chercheur, qui est invité dans toutes les conférences internationales sur le sujet de la douleur, qui s'appelle Lorimer Moseley. Et l'autre qui est plutôt pédagogue de génie, qui a plusieurs, entre autres, vidéos qui tournent sur Internet pour expliquer la douleur, dont certaines traduites en français, qui s'appelle David Butler. Donc déjà, deux figures reconnues dans le domaine. Après, pour moi, la force de ce livre, c'est d'avoir su synthétiser, ou plutôt la force des deux auteurs, c'est d'avoir réussi à synthétiser les recherches en sciences fondamentales sur la douleur, c'est-à-dire comprendre les mécanismes de la douleur, ce qu'on appelle la neurophysiologie de la douleur, avoir réussi à la synthétiser, avoir réussi aussi à synthétiser les avancées en recherche clinique, c'est-à-dire comprendre ce qui fonctionne quand on est douloureux, quelles sont les approches ou les thérapeutiques adaptées. Et donc ils ont synthétisé tout ça avec un vocabulaire vulgarisé, avec des illustrations un petit peu décalées, un peu loufoques, avec des histoires, des métaphores, pour vraiment toucher un public large, c'est-à-dire que ça s'adresse au grand public. Et du coup, ça devient un outil qui est un matériau de ralliement, ou en tout cas de communication commune entre les particuliers et les professionnels de santé. Donc ce livre étant tellement riche, je ne suis pas la première à avoir proposé de le traduire. Plusieurs personnes, plusieurs équipes ont voulu le traduire avant. Et l'idée du projet, c'est que, comme j'ai eu les droits de traduction, c'était de regrouper ces différentes personnes qui avaient eu l'envie de partager ce contenu, de les regrouper au sein d'un projet collaboratif. Donc je pensais au début qu'il y aurait juste 15-20 personnes. Et en fait, le projet a complètement dépassé ma vision initiale, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 360 personnes, et ça n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure, qui collaborent dans ce projet. Ce sont des particuliers, ce sont des personnes douloureuses, des patients experts, ce sont des professionnels, soit des professionnels qui sont dans l'éducation thérapeutique, dans la recherche, et aussi des professionnels du soin, multiples professions. Ce sont des gens qui viennent de multiples cultures, c'est-à-dire francophones, mais vastes. Il n'y a pas que la France. L'idée, c'était pas de sortir une version seulement française, mais une version qui parle largement. Et du coup, les gens ont collaboré à m'aider à traduire certains éléments, à relire le contenu pour qu'il soit fluide et agréable dans sa consultation, à m'aider à communiquer sur le projet pour qu'un maximum de gens potentiellement intéressés puissent rejoindre le projet. Et puis là, on est sur une phase de création de contenu où les gens se mettent à vivre l'expérience, à créer des petites histoires et des métaphores justement, à avoir le regard des autres qui va venir les aider à améliorer leur création de façon à pouvoir améliorer leurs compétences pédagogiques. Et donc le projet, on pourrait dire, c'est une grosse gestation, puisque la traduction a pris 9 mois, et puis là le projet continue, donc la traduction est finie, et là on est sur les phases en attendant que la version française sorte. Enfin, si tu venais d'une autre planète et que tu avais pour mission d'aider les terriens, quel message tu leur enverrais ? Je leur dirais, vous êtes incarnés, vous êtes dans un corps, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'était pas là. Ça veut dire que vous êtes obligé d'en prendre soin, vous êtes obligé de l'écouter. Et quand on ne sait pas trop dans quelle direction il faut aller pour prendre soin de soi au mieux, je trouve qu'on a des êtres fantastiques face à nous, qui sont les personnes douloureuses. Parce qu'elles vivent dans un tel inconfort que du coup, si elles ont évolué, en tout cas positivement, c'est qu'elles ont mis en place des stratégies et qu'elles sont des personnes de référence, des personnes qui vont nous influencer positivement. Inspire your life. Inspire your